Mesdames, Messieurs, honorables invités, le réseau médical de la 7e promotion du numerus clausus par ma voix vous dit bonsoir et vous souhaite la bienvenue à sa 29e formation médicale continue qui a pour thème la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement, c'est la drépanocytaire majeure. Ce thème, comme vous le savez, est un thème transversal et très complexe. Donc, pour traiter ce sujet, nous avons fait appel à 5 experts du domaine, dont 2 présentateurs et 3 invités d'honneur. Le premier intervenant est le docteur Mamadou Sima. Docteur Mamadou Sima est un gynécologue obstétricien exerçant dans les services de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire du Point G. Il est également le point focal de la prise en charge des drépanocytoses associées à la grossesse au sein de cet hôpital. Et notre second invité est le docteur Boubakari Ali Touré. Le docteur Boubakari Ali Touré est un hématologue clinicien et chef d'unité de consultation et d'hospitalisation au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Aux côtés de ces 2 présentateurs, nous avons 3 invités également. Nous avons le premier invité qui est le docteur Baba Fane. Le docteur Baba Fane est un hématologue clinicien et transfusionnaliste. Il exerce au Centre national de transfusion sanguine. Il est chef d'unité des produits sanguins labiles. Et notre deuxième invité d'honneur est notre maître, le professeur Youssouf Traoré. Le professeur Youssouf Traoré est professeur titulaire de gynécologie obstétrique à la faculté de médecine d'odontostomatologie de Bamako. Il est chef de département de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire de Gabriel Touré. Il est coordinateur du DS, du diplôme d'éthique spéciale de gynécologie obstétrique. Et comme vous venez de l'entendre, le professeur Youssouf Traoré a plusieurs cordes à son arc. Il est également le président du Rotary Club de Bamako Koulouba. Et merci, cher maître, d'avoir accepté notre invitation. Et notre troisième invité est le professeur Télissi. Le professeur Télissi est professeur titulaire de gynécologie obstétrique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en Guinée. Il est chef de service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire Ignace Den de Conakry. Il est également coordinateur du diplôme d'éthique spécialisé de gynécologie obstétrique. Il est le président de la Société guinéenne de gynécologie obstétrique, pour ne citer que ceci. Et merci, cher grand maître, d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations à la veille des 11e journée de la Société guinéenne de gynécologie obstétrique. Donc, après cette brève introduction, je m'en vais passer la parole à notre maître, le professeur Youssouf Traoré, qui va co-modérer cette présentation avec le professeur Siteli. Et merci, professeur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis très honoré de participer à cet enseignement. La drépanocytose chez la femme enceinte, c'est un gros problème chez nous. On est tous concernés. C'est une question transversale. Mais je pense que je ferai l'honneur de laisser au professeur Siteli de modérer la session. Voilà, on est dans le cadre universitaire et ça va donner une certaine envergure internationale à cet enseignement. Je profite pour saluer tous les amis. J'ai vu professeur Madeleine Garba en ligne. J'ai pas vu les autres, mais j'ai pas eu le temps de parcourir, mais je sais que c'est envoyé dans le groupe de la SAGO. Donc, il y a quasiment tous les gynécologues de au moins 20 pays d'Afrique qui sont en ligne. Et également au niveau du groupe de SAGO Somago Mali. Donc, professeur Siteli, je te laisse le soin et le plaisir d'animer cette session. Je serai là comme tous les autres, en tant qu'observateur. S'il y a des questions, je pourrais éventuellement intervenir, mais vraiment, tu as le lead. Merci beaucoup et bonsoir au professeur Madeleine Garba. Merci bien. Bonsoir à tous. Je suis un peu armé. Et donc, on est très heureux d'être avec vous ce soir pour parler d'une pathologie qui est très courante, qui est pratiquement une pathologie de la race noire, compte tenu des complications qu'elle implique non seulement chez la femme enceinte, mais également chez le fœtus. Ces complications sont variées, allant de l'anémie à l'infection, et parfois le fœtus a la complication ultime qui est le décès de l'enfant.
Donc, la nécessité de la pluridisciplinarité dans la prise en charge de cette pathologie fait que vous avez bien fait d'associer les hématologues, les obstétriciens, parfois les anesthésistes réanimateurs pour la prise en charge de cette pathologie. Donc, je remercie la faculté de médecine de l'Université de Bamako, c'est les lauréats, les anciens lauréats pour cette initiative, car ce sont des pathologies de ce genre qui nous sont propres, qu'il faut étudier au même titre que le fibromyome utérin et d'autres pathologies qui ne sont pas l'apanage de la race blanche. Donc, à la veille des 11e journées de la Société guinéenne de gynécologie obstétrique, nous saluons l'arrivée en terre guinéenne des Maliens. On les attend. Il y a une forte délégation qui vient du Mali, mais déjà, on a reçu ce soir le professeur Youssouf Traoré, qui est un ami de longue date, et son cadet, le professeur Amadou Bokoum, qui est l'animateur principal de votre plateforme à laquelle moi-même je suis. Donc, nous allons ce soir écouter deux interventions sur la drépanocytose et grossesse. Et il y aura une communication également du labo qui a initié ou qui co-organise ce webinaire. Là, il y aura des questions, un temps pour les questions-réponses et plus tard, s'il y a des éclaircissements, les maîtres le donneront. J'ai vu le professeur Ngalé connecté tout à l'heure. Bonjour Ngalé, on était il y a une semaine à N'Djamena pour la 47e session des CCI du CAMES, donc dont les résultats ont été très brillants pour le Mali, je sais, étant moi-même le président du CTS de médecine. J'ai vu que les Maliens ont fait des grands progrès et félicitations donc à tous ceux qui ont été inscrits sur les listes d'aptitude. Donc sans tarder, il fait un peu tard, je vais donner la parole au premier orateur. Si les organisateurs ont un bio pour lui à présenter, je leur laisse la main pour présenter l'orateur avant de lui donner la parole. Merci. Donc, on va donner la parole au premier orateur pour nous présenter le contenu de son travail. Vous avez la parole, cher collègue. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Dr Sima Mamadou. Je suis gynécologue obstétricien au CHU du Point G. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous parler de la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement chez la drépanocytaire majeure. Pour aborder cette thématique, nous allons suivre le plan ci-après. Nous allons aborder un premier chapitre de généralité dans lequel on va définir l'intérêt et faire des rappels. Et on va parler des bases thérapeutiques. Et dans un deuxième temps, on va parler de la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Nous dirons que la drépanocytose est une hémoglobinulopathie héréditaire caractérisée par la substitution d'un acide aminé de la chaîne bêta de la globine. Et que les syndromes drépanocytaires majeurs sont constitués par la forme homozygote SS, les doubles hétérozygotes SC, S bêta thalassémie. L'intérêt de cette étude réside dans la gravité. La morbidité et la mortalité liées aux complications sont très élevées et l'espérance de vie diminuée de ces sujets rendait les grossesses rares. L'association de la grossesse à la drépanocytose majeure confère à celle-ci le caractère de grossesse à haut risque. Et il y a aussi un autre élément d'intérêt dans la prise en charge. Les progrès réalisés dans cette prise en charge ont permis à ce que ces sujets-là puissent arriver en santé acceptable et obtenir des grossesses. Et que la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Quant au rappel de la physiopathologie des complications, l'élément déclencheur de cette falciformation est la polymérisation des molécules d'hémoglobine S en cas de désoxygénation. Et cela va créer la formation de fibres qui va rendre les globules rouges peu plastiques
et les empêcher de jouer leur rôle. Et cela aussi est responsable d'hémolyse et des phénomènes vaso-occlusifs. D'autres facteurs interviennent aussi dans cette falciformation, notamment l'augmentation de l'adhérence des globules rouges vis-à-vis de l'endothélium vasculaire et la vasoconstriction qui est liée à la consommation de monoxyde d'azote qui est induite par l'hyperhémolyse. Les bases thérapeutiques reposent sur 6 axes chez le sujet déficitaire majeur. D'abord, le traitement rapide et efficace de la douleur aiguë lors des crises vaso-occlusives osseuses, le diagnostic et le traitement rapide des complications aiguës, notamment le syndrome thoracique aigu, les infections, les accidents vasculaires. Et enfin, la prévention et le dépistage et le traitement des complications chroniques. Et cela aussi va apporter sur la discussion d'un traitement de fond, l'accompagnement psychologique et social du patient, l'information et l'éducation des patients avec en particulier les conseils génétiques et l'éducation thérapeutique, notamment pour les jeunes couples qui vont se marier. Quant à la prise en charge diagnostique, elle se fonde sur les manifestations cliniques et ou l'apparition de complications dans un contexte de grossesse. Il peut s'agir d'une anémie hémolytique chronique, d'un accident ischémique dit vaso-occlusif, surtout ostéo-articulaire. Cet accident touche rarement le niveau abdominal. Il peut s'agir aussi du syndrome thoracique aigu, des accidents vasculaires cérébraux ou d'hémolyse aiguë. Quant au bilan biologique, le diagnostic repose sur l'électrophorèse de l'hémoglobine qui va mettre en évidence la présence de l'hémoglobine S et éventuellement la présence d'autres hémoglobines anormales, notamment dans les formes double hétérozygote, et aussi la numération qui va quantifier le taux d'hémoglobine. Je rapporte ici le résultat d'un travail qui a été réalisé lorsque le centre avait ouvert en 2014. Et dans ce travail, il s'agissait du suivi conjoint de femmes enceintes drépanocytaires. Il est ressorti comme complication l'anémie hémolytique dans 75,6%, la crise vaso-occlusive dans 71,2% et les crises aiguës de déglobalisation dans 13,3%. Cet autre travail de notre maître, le professeur Traoré, qui a été publié dans le journal de la SAGO, avait retrouvé dans une cohorte de drépanocytaires enceintes sur 10 ans les complications fœtales à type de retard de croissance intra-utérin dont le risque était augmenté de 21,33%, la mort fœtale à 32,9% et l'accouchement prématuré avec un risque de 3,63%. Quant à la prise en charge thérapeutique, cette prise en charge elle est multidisciplinaire, qui fait intervenir le médecin référent de la drépanocytose ou l'hématologue, l'obstétricien, l'ophtalmologiste, le cardiologue et l'anesthésiste réanimateur. Le but de cette prise en charge est de prévenir la survenue des complications aiguës pour permettre une issue favorable de la grossesse. Les moyens, ils sont médicaux. On peut utiliser l'hydratation, l'antalgie, l'analgésie, les transfusions sanguines, la saignée, l'échange transfusionnel, la corticothérapie anténatale, les anticoagulants et l'antibiothérapie. Les moyens obstétricaux sont la myosynthèse, la biopsie du trophoblaste, la tocolyse, la maturation cervicale, le déclenchement artificiel, l'extraction instrumentale et la césarienne. Quelles sont les indications de cette thérapeutique? Avant la conception, idéalement, ou à défaut en début de grossesse, il faut procéder à un conseil génétique. Donc, on va faire une étude de l'hémoglobine du conjoint en cas de grossesse pour s'assurer qu'effectivement, il ne porte pas la tare. Les indications, toujours dans les indications, avant la conception, le conseil génétique, on va étudier l'hémoglobine du conjoint. S'il y a un risque de formation, s'il y a un risque de forme majeure de type SS ou S-bêta-0 thalassémie, ce serait mieux de proposer une biopsie du trophoblaste dès la 11e semaine d'aménorrhée ou une amyosynthèse dès la 17e semaine, si souhait d'une interruption de cette grossesse. La surveillance de la grossesse, quant à elle, sera effectuée par un obstétricien qui a l'habitude de cette pathologie. Par rapport à la périodicité, les 2 premiers trimestres, cette visite sera mensuelle,
puis bimensuel au 3e trimestre, et l'accouchement sera programmé à la 38e semaine d'aménorrhée. Les modalités d'accouchement sont basées sur les éléments cliniques, la recherche des symptômes évoquant une crise vaso-occlusive, ensuite à la biologie, la numération, le taux de réticulocytes, la créatinémie, le bilan classé habituel qui est demandé avec la recherche de protéines tous les mois. Quant à la bactériologie, la bandelette urinaire devrait être systématique à chaque visite. Et lorsque cette bandelette revient positive par rapport aux leucocytes et aux nitrites, il faut demander un examen cytobactique des urines. Le prélèvement vaginal aussi pourrait être demandé en cas de signe d'appel génital lorsqu'il y a un écoulement vaginal. L'échographie morphologique et biométrique à 22 semaines avec le Doppler ombilical et utérin. Un rythme de surveillance échographique en fonction de l'évolution. Donc, une échographie cardiaque est prévue au 3e trimestre dans le cadre du bilan prépartum. Le programme transfusionnel est fonction du profil évolutif de la patiente qui débutera généralement au 3e trimestre de la grossesse. Avant l'accouchement, il y a un bilan prépartum à envisager, notamment le bilan cardiaque qui va comporter un électrocardiogramme, une échographie cardiaque à la recherche de complications, notamment l'hypertension artérielle pulmonaire qui est particulièrement redoutée. Le bilan ophtalmologique va rechercher une rétinopathie drépanocytaire proliférative. Quant à l'accouchement, le pronostic de l'accouchement est évalué à 37 semaines lors de la dernière visite. Cela va évaluer les conditions obstétricales et aussi prendra en compte le compte-rendu de l'ophtalmologiste, le compte-rendu de l'échographie et l'examen clinique de la gestante. Habituellement, le déclenchement artificiel du travail est la règle s'il n'y a pas de contre-indication à cela. Et le score Bishop va être évalué. Si le score est supérieur ou égal à 8, on va induire le travail par une perfusion d'ocytocine. Si le score est inférieur à 8, on va utiliser le prostaglandine pour la maturation cervicale. La césarienne d'emblée est réservée pour certaines situations, notamment lorsqu'il y a une rétinopathie à un stade avancé qui n'est pas prise en charge, lorsqu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire à l'écho cardiaque, ou lorsqu'il y a un syndrome thoracique aigu, ou enfin lorsqu'il y a la persistance de la crise vaso-occlusive malgré un traitement médical bien conduit. Dans ces situations, la césarienne peut se concevoir. Pendant le travail d'accouchement, qu'est-ce qu'il faut? L'abord d'une voie veineuse sécurisée en évitant les solutés hypertoniques. L'analgésie péridurale est recommandée si cela est possible. L'oxygénation 4 litres par minute ou aérer la salle d'accouchement. Réchauffer la parturiente. Assurer une surveillance avec le partographe. Éviter à ce que cette femme en travail ne se déshydrate. Éviter un travail prolongé et pratiquer la gestion active de la travail d'accouchement à la délivrance. Et la césarienne peut intervenir à la moindre complication au cours du travail. Dans le postpartum immédiat constitue une période à très haut risque. Le suivi doit être rigoureux au cours des 48 premières heures dans un service de surveillance continue, voire de réanimation au besoin. Au bout de 6 heures, dans notre pratique, la patiente est exéatée s'il n'y a pas de problème avec une numération de contrôle. Et le traitement anticoagulant préventif pendant 16 jours sera administré au cas par cas. L'hydratation doit être encouragée s'il y a un désir d'allaitement 3 à 4 litres par jour, dont 1 litre de Vichy. Le conseil sera donné sur la planification familiale. Quant au traitement des complications, le traitement des crises vaso-occlusives et du syndrome thoracique aigu, selon les modalités classiques, donc on se référera sur le guide de recommandation et la surveillance classique. Le transfert de la patiente dans un service de soins continus ou de soins intensifs, voire la réanimation si cela est nécessaire, lorsque on a des signes d'apparition, on a des signes de gravité, notamment dans le cadre du syndrome thoracique aigu, d'un sepsis ou d'une éclampsie. Le pédiatre doit être prévenu si effectivement, lors de la prise en charge de la douleur, on a eu à utiliser le morphinique. Toujours dans la prévention des complications, les règles diététiques, le repos, l'hydratation orale 2 à 3 litres par jour, éviter les expositions au froid, à l'hypoxie, à l'alcool et au tabac, car ces éléments constituent les facteurs déclenchant la crise vaso-occlusive. Le traitement systématique par acide folique, en raison de 2 comprimés par jour, la vitamine D,
100 000 unités en dose unique au début de la grossesse ou au 6e mois. Et la kinésithérapie respiratoire incitative régulière, par exemple, à l'aide de ballons ou de bouteilles d'eau avec les pailles, on souffle dedans pour cette kinésithérapie. La transfusion sanguine, elle constitue l'élément clé de la prévention et le traitement des complications. Pour les patientes drépanocytaires homozygotes ou S-bêta 0, selon les équipes, le programme transfusionnel sera systématique dès 22 semaines ou plutôt lorsqu'il y a une complication ou en cas d'antécédents obstétricaux ou fœtaux sévères, sauf en cas d'antécédents d'accident transfusionnel ou encore quand il y a eu des anticorps qui ont été retrouvés. Ou lorsque on a un programme transfusionnel qui a été déjà débuté avant la grossesse, cela devrait continuer. Et chaque fois que l'anémie est inférieure à un taux d'hémoglobine à 8 grammes par décilitre, on doit envisager la transfusion, ou lorsqu'il y a un antécédent de syndrome thoracique aigu ou des antécédents obstétricaux, notamment la prééclampsie, et des croissance intra-utérine ou une mort fœtale in utero. Lorsque nous avons des atteintes organiques qui sont préexistantes, notamment cardiaques, rénales ou hypertension artérielle pulmonaire, syndrome restrictif sévère, ou lorsque la survenue au cours de la grossesse d'une crise vaso-occlusive ou d'un syndrome thoracique aigu. Et cette transfusion est systématique avant l'accouchement ou lorsqu'il y a une vasculopathie cérébrale. Pour les sujets SC ou S-bêta+, le taux d'hémoglobine est plus élevé que chez les homozygotes et les complications sévères sont possibles, notamment lorsque la transfusion est programmée. Elle devrait débuter plus tardivement, vers 30 semaines d'aménorrhée. Il y a une particularité à tenir en compte, notamment le chiffre basal d'hémoglobine est plus élevé chez ces sujets que chez les autres. Et quand l'hémoglobine est très élevée, cela va augmenter la viscosité. Et quand on fait une transfusion, le contrôle de l'hémoglobine ne doit pas dépasser 12 grammes par décilitre. Et la surveillance et la prise en charge est pareil que pour les formes homozygotes. Dans le postpartum tardif, déjà après l'accouchement, il faut prendre un rendez-vous au niveau du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose pour le rendez-vous des visites de routine et programmer les visites postnatales, notamment la première visite qui doit intervenir entre le 2e et le 3e jour, et la deuxième visite entre le 7e et le 14e jour, et la troisième visite à la fin de la 6e semaine. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais que la grossesse associée à la drépanocytose est une grossesse à haut risque. La grossesse doit être programmée chez ces sujets afin de réduire les complications. Et sa prise en charge, elle est pluridisciplinaire et doit permettre la recherche systématique et le traitement de toutes les complications. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir. Je demande à l'hôte de libérer mon micro. Je serai sage, je ne vais pas l'ouvrir. Sinon, après, c'est trop compliqué. Donc, nous venons d'écouter le docteur Sima qui nous a fait un aperçu sur la prise en charge de la drépanocytose majeure et grossesse. Pour une question d'efficacité de gestion du temps, nous allons donner la parole au deuxième orateur pour nous présenter le contenu de son message. Donc, si le deuxième orateur il est prêt, on va lui donner la parole pour 25 minutes, comme pour le premier. Eh bien, Touré, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers maîtres, chers collègues. Ok, donc, comme je disais, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Dr Bouakar Touré. Je suis médecin au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose et je suis responsable, comme l'a dit, de les consultations, hospitalisations et en charge de la prise en charge des femmes enceintes au niveau du 10 centre depuis son ouverture. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter un peu notre point de vue, notamment sur le plan hématologique de l'association drépanocytose et grossesse. Donc, nous n'avons pas de conflit d'intérêt ni de lien d'intérêt et les objectifs à la fin de cette présentation, c'est de pouvoir décrire les différentes étapes de la prise en charge de la grossesse chez une femme en drépanocytaire, de décrire les indications et les modalités de la transfusion chez la femme enceinte.
Donc, pour atteindre ces objectifs, après une introduction, nous allons parler de la prise en charge proprement dite. Et si le temps le permet, on va vous présenter 2 cas cliniques assez rapidement. Alors, en rappel, donc mon collègue, le docteur Sima, a déjà fait un gros rappel sur la drépanocytose. Nous disons juste que ces dernières années, il y a eu des progrès importants dans la connaissance de la physiopathologie de la maladie, ce qui a permis de mettre en place des thérapeutiques qui ont permis aux patients d'atteindre l'âge adulte, qui est l'âge de la procréation. De ce fait, cette association grossesse et drépanocytose est de plus en plus fréquente. La preuve, au niveau du centre de recherche de lutte contre la drépanocytose, à notre première année, ce que le docteur Sima avait présenté, sur les 40, on avait 41 femmes enceintes et actuellement, on a entre 160 et 170 nouvelles grossesses par an. Et cette grossesse, malheureusement, si elle n'est pas bien suivie, elle est associée à une morbidité, une mortalité maternelle et infantile très élevée, d'où l'importance d'un suivi pluridisciplinaire qui associe le gynécologue, le médecin en charge de la drépanocytose, l'anesthésiste, le centre de transfusion et le néonatologiste, et en plus des autres spécialités dont le docteur Sima a parlé, notamment les ophtalmologistes et les cardiologues. Et donc, le docteur Sima l'avait déjà dit, c'est une grossesse qui est classée parmi les grossesses à risque. Et depuis la première description a eu lieu dans les années 40 et la démarche de prise en charge n'est pas tout à fait consensuelle. La preuve de cette étude qui a été faite aux États-Unis en 2014, où les médecins de différents États ont été interrogés sur leur pratique dans la prise en charge de la drépanocytose chez la femme enceinte, et on s'est rendu compte que pratiquement la prise en charge était fonction de l'expérience de chacun dans son contexte et de la situation surtout sociale et économique. Il existe quand même une influence réciproque entre la drépanocytose et la grossesse. Et cette influence se caractérise à 2 niveaux. D'abord, par rapport à la grossesse elle-même quand il y a la drépanocytose. Donc, la grossesse, elle peut être un facteur d'aggravation de l'anémie. Et la grossesse est associée à un risque de survenue de crise vaso-occlusive, surtout au 3e trimestre et dans le postpartum. Et la grossesse peut être à l'origine de l'aggravation de certaines complications chroniques, notamment les complications ostéo-articulaires, parfois aussi les complications cardiaques ou ophtalmologiques. Et la grossesse est associée à une augmentation du risque infectieux. Déjà, c'est les femmes non drépanocytaires. Les infections les plus fréquentes, c'est les infections urogénitales et puerpérales, et surtout le risque de circulation de la paroi, notamment dans le contexte de l'intervention chirurgicale qui est la césarienne. Et la grossesse aussi peut, la drépanocytose, elle aussi peut impacter la grossesse. Dans ce contexte-là, chez les drépanocytaires, très souvent, il existe un retard à la puberté et parfois un trouble du cycle menstruel, ce qui fait que les femmes drépanocytaires donc contractent des grossesses assez tardivement, donc à un âge assez avancé, ce qui les fait de les classer parmi les premiers gestes âgés. Et donc les gynécologues en savent plus que moi, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Et la drépanocytose peut être à l'origine d'une interruption précoce de la grossesse, notamment des fausses couches, des avortements et des accouchements prématurés. Elle peut être aussi associé à un retard de la croissance intra-utérine, un faible poids de naissance, un risque de pré-éclampsie, voire d'éclampsie, de mort fétale in utero, de mortalité néonatale et même de risque césarienne. Et cette influence réciproque a été corroborée par plusieurs études qui ont été réalisées, notamment cette étude qui a été réalisée par notre maître le professeur Tekete et ses collaborateurs, donc au niveau de 2 structures de la capitale et à des périodes très différentes, mais avec les mêmes équipes pratiquement quand ils étaient au CHU du Pongé et quand ils se retrouvés au CHU Gabriel Touré. On voit que c'est ces femmes drépanocytaires, donc c'est très souvent hospitalisées, et que cette grossesse était associée à des crises drépanocytaires, très souvent associée à des crises drépanocytaires, avec un risque de césarienne très élevé, jusqu'à la moitié des femmes qui ont été césarisées, notamment au CHU Gabriel Touré, avec aussi un décès maternel et un risque de décès maternel non négligeable. Une revue systématique avec une méta-analyse a été faite par Biafort et collaborateurs, et sur 16 études qu'ils ont répertoriées, on constate que la drépanocytose était associée à un retard de croissance in utero, à un faible poids à la naissance, et en plus elle est associée aussi à un risque accru de pré-éclampsie, de mortalité maternelle et surtout d'éclampsie.
Donc, surtout, cette méta-analyse a été faite, cette revue a été faite aussi dans des études qui ont été faites dans les pays à revenus faibles et aussi à revenus élevés. Donc, quelle que soit la situation, cette grossesse est associée à des complications. Un travail a été réalisé au Ghana, notamment pour regarder les nouveau-nés issus de mères drépanocytaires. On constate que c'est le sujet surtout SS, donc ce qu'on appelle nous les formes anémiques, associées à un poids moyen à la naissance et un âge gestationnel statistiquement inférieur à la normale. Mais par contre, par exemple, les sujets SC sont assez proches de celui des sujets normaux. Et au Nigeria, une étude qui a été réalisée, notamment chez les femmes homozygotes, montre que la grossesse, même si elle est bien suivie, elle n'est pas exempte de complications. Et cette grossesse était compliquée dans 96,6% des cas, soit par une crise douloureuse vaso-occlusive, soit des hémolyses aiguës ou des infections, notamment le paludisme ou des infections bactériennes, avec un taux de transfusion sanguine pré- et post-partum, prénatal et post-partum qui était très élevé et une mortalité périnatale et maternelle aussi qui était non négligeable avec un taux de césarienne autour de 43%. Donc, même dans un contexte de suivi, parfois, on peut être amené très souvent à aller à la césarienne. Pour résumer un peu aussi ce tableau sur des études qui ont été faites dans différents pays et qui ont été comparées à des données de femmes non drépanocytaires, on voit que la grossesse chez les drépanocytaires est très souvent associée surtout à un risque important de césarienne, avec aussi de crise vaso-occlusive au cours de la grossesse, avec un taux de décès maternel aussi, même dans un contexte bien suivi, notamment par exemple quand on prend la Guadeloupe, où quand même ils ont des moyens un peu plus importants par rapport au Nigeria, au Mali, au Sénégal. On voit que le taux de décès maternel n'est pas négligeable. Alors, quelle est la prise en charge? Donc, nous, on m'aura donné un point de vue surtout sur le plan hématologique et surtout en rapport avec l'expérience qu'on a eue pendant ces 15 dernières années. Pour les patientes qui sont régulièrement suivies, notamment dans le cadre du programme de suivi de nos malades drépanocytaires, et donc on profite à chaque fois des consultations, notamment pour celles qui sont en âge de procréer, de les informer, de les sensibiliser par rapport à l'importance du suivi de la grossesse. Ensuite, on peut discuter sur le choix de la période de la conception, et donc éviter de concevoir quand la patiente est très souvent en crise, et surtout à arrêter les thérapeutiques qui sont contre-indiquées durant la grossesse, notamment un médicament qui est largement utilisé dans le cadre de la prise en charge de la drépanocytose actuellement, qui est l'hydroxycarbamide ou l'hydroxyurea, qui a révolutionné un peu la prise en charge de la drépanocytose, et donc cette thérapeutique doit être arrêtée parce qu'elle est contre-indiquée pendant la grossesse. Et au besoin, pour les femmes qui ont un désir de grossesse et qui sont dans des situations qui ne permettent pas de concevoir, on peut mettre un programme transfusionnel, notamment par rapport aux crises vaso-occlusives à répétition, pour réduire ce nombre de crises et permettre à la patiente d'aller à la grossesse, et mettre à jour le bilan biologique et surtout répertorier les complications que la patiente peut présenter. Il faut définir les paramètres biologiques de base de la femme, notamment son taux d'hémoglobine de base, son taux d'hémoglobine F et éventuellement son taux d'hémoglobine S, et donc pour pouvoir, lorsqu'on va faire par exemple le programme transfusionnel, pour voir les objectifs par rapport à la diminution du taux d'hémoglobine S. Et il faut surtout identifier les antécédents, notamment sur le plan drépanocytaire, donc voir si la patiente a eu, le docteur Simon en a déjà parlé, donc par rapport à ces complications aiguës graves, en particulier de syndrome thoracique aigu ou de crises vaso-occlusives sévères, ou des complications à type d'accidents vasculaires cérébraux, ou des complications chroniques, notamment les nécroses de la hanche, les atteintes oculaires ou cardiaques, et des antécédents de transfusion par rapport à éventuellement une alloimmunisation. Les antécédents obstétricaux, donc là, c'est de définir les gesticités, la parité, et surtout s'il y a des antécédents déjà, s'il y a des grossesses antérieures, ou si, comment elles se sont déroulées et quelle en a été l'issue, notamment en termes peut-être d'éclampsie, d'avortement, de mort-née, ou bien parfois d'hémorragie. Et surtout aussi proposer un dépistage de l'anomalie de l'hémoglobine chez le conjoint. Ça aussi, mon collègue en a déjà parlé. Donc nous, de notre côté, on va identifier un gynécologue référent
et faire un bilan immunohématologique. Ce bilan immunohématologique est systématique chez tous les drépanocytaires dès leur premier suivi. Et si c'est une femme qu'on voit pour la première fois, il est important de faire ce bilan immunohématologique qui comporte un groupage sanguin Rhesus avec un phénotype érythrocytaire dans le système Rhesus-Ekel, les sérologies de l'hépatite B, C et de l'immunodéficience humaine et la recherche d'agglutinine irrégulière. Et à partir de là, on va mettre en place un programme de prévention et de suivi médical qui va consister à une consultation mensuelle à la fois chez le gynécologue référent et le médecin en charge de la drépanocytose ou l'hématologiste. Les bilans biologiques classiques de la grossesse, donc je vais citer quelques-uns qui sont faits classiquement, donc les sérologies syphilitiques, régulières de toxoplasmose, le bilan martial, si c'est possible, parce que ça dépend aussi du contexte environnemental, notamment de lieu d'exercice et surtout de la situation aussi économique de la patiente, et réaliser à chaque consultation un taux d'hémoglobine, une bandelette urinaire et la mesure de la pression artérielle et de la saturation, et l'échographie obstétricale précoce avant 12 semaines, puis au 2e et 3e trimestre, et dans certaines équipes recommandent même une fois par mois à partir du 3e trimestre jusqu'à l'accouchement. Ensuite, prévenir les complications, donc là aussi, je pense que mon collègue en a déjà parlé, notamment le repos, l'hydratation, l'alcalinisation, la supplémentation en acide folique entre 5 et 10 mg par jour, et l'antiagrégat en cas d'antécédent, d'éclampsie ou de prééclampsie, la kiné respiratoire, surtout lorsque on dépasse le 2e trimestre, la supplémentation martiale s'il y a une carence confirmée, notamment parce que c'est les sujets très souvent qui sont dits hémolytiques, notamment SS et S-bêta-azérothalassémiques. Ils ont, dans la majorité des cas, une ferritinémie très élevée du fait de l'hémolyse, mais aussi des transfusions. Et donc, n'ajouter le fait que lorsqu'il y a une carence confirmée. La prévention du paludisme, à partir des recommandations du Programme national de lutte contre le paludisme, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés et la sulfadoxine pyrimétamine mensuelle, parce que c'est un traitement, en fait, c'est une prévention qui est faite systématiquement d'ailleurs chez les drépanocytaires avant même la conception. Maintenant, il est recommandé d'éviter pendant le 1er trimestre de la grossesse. Mais nous, donc après le 1er trimestre, on recommande même aux patients de le prendre systématique comme ils le faisaient avant qu'ils ne soient enceintes. Néanmoins, si la patiente présente des crises, donc il faut tout de suite l'hospitaliser. En cas de crise, il faut systématiquement hospitaliser la patiente. Ça peut se faire dans un centre de prise en charge de la drépanocytose ou en milieu obstétrical si la grossesse ne dépasse pas les 30 semaines. Mais au-delà des 30 semaines, il faut que la patiente soit systématiquement hospitalisée en milieu obstétrical. Et là, les médecins en charge de la drépanocytose pourront aller donner un avis sur place pour pouvoir surveiller. Et très souvent, ce qui est recommandé d'ailleurs parfois à partir de 35, au-delà de 35 semaines, si les crises surviennent et que on n'arrive pas à les calmer, il est recommandé même de faire l'extraction du fœtus et très souvent après la crise s'estompe. Le traitement antalgique classique d'une crise drépanocytaire en évitant le nifopam et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour l'accouchement, il se fera par déclenchement ou par césarienne à 38-39 semaines. Et il est souhaitable d'hospitaliser la patiente une semaine avant la date d'accouchement, si possible, avec monitorage du fœtus. L'oxygénothérapie continue, donc on en a parlé, 4 litres ou 3 litres par minute. Surtout maintenir la salle d'accouchement à bonne température, parce qu'il faut éviter que la salle soit trop fraîche, parce que très souvent dans nos salles d'accouchement, surtout en milieu hospitalier, ce sont des salles qui sont climatisées avec des températures très basses, 18-19 degrés, et la parturiente qui va passer plus d'1 heure dans cette atmosphère, c'est sûr qu'après l'accouchement, il risque de faire une crise et ça peut être une crise sévère. Et il faut assurer une bonne hydratation, une alcalinisation, inciter la patiente à boire à défaut de faire les solutés en évitant, comme on l'a dit, les solutés hypertoniques. Et le maintien en hospitalisation, idéalement, pendant 48 à 72 heures, même si c'est un accouchement qui s'est passé normalement, mais ce qui est difficile dans notre contexte, d'autant plus que c'est même les 6 heures, parfois il est difficile de les maintenir. Ça, je ne pourrais pas dire plus parce que mon collègue, il en a l'expérience. Alors, l'accouchement se fera par voie basse
s'il n'y a pas de contre-indication sur le plan drépanocytaire, donc je ne parlerai pas de contre-indication obstétricale. Sur le plan drépanocytaire, il y a 3 contre-indications majeures de l'accouchement par voie basse. Donc, l'existence d'une rétinopathie proliférante, l'existence d'une cardiopathie et surtout l'existence d'une nécrose de la hanche. Même si la patiente a bénéficié d'une prothèse, il est recommandé plutôt d'aller vers la césarienne. Bon, les indications sur le plan obstétrical, ça, je ne pourrais pas dire grand-chose là-dessus. Je crois que mon collègue en a déjà parlé. Alors, par rapport à la transfusion, donc la transfusion se fera soit sous forme d'un programme transfusionnel mensuel, dont l'indication est fonction du taux d'hémoglobine de base et surtout des antécédents de la parturiente. Et les modalités sont en fonction du taux d'hémoglobine du jour et ça se fera avec idéalement des concentrés de globules rouges phénotypés, avec une surveillance du taux d'hémoglobine S, si c'est possible, et de l'allo-immunisation. Alors, dans notre pratique, comme j'ai dit, donc les modalités transfusionnelles ne sont pas très consensuelles, mais dans notre pratique, avec la petite expérience, nous réalisons une transfusion simple lorsque le patient vient le jour de sa transfusion avec un taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 7 et un échange transfusionnel avec une saignée si le taux d'hémoglobine est inférieur à 10 grammes et avec 2 saignées si le taux d'hémoglobine est supérieur ou égal à 10 grammes par décilitre. Et cette transfusion ou ce programme transfusionnel sera débuté dès que la grossesse est confirmée lorsque le taux d'hémoglobine de base, donc lorsque c'est une patiente qui est régulièrement suivie, on peut établir son taux d'hémoglobine de base. Et donc, si avant d'aller à la grossesse, elle a un taux d'hémoglobine habituel inférieur ou égal à 8 grammes par décilitre, dès qu'il y a la grossesse, on le met dans un programme mensuel. Ou lorsqu'il y a des antécédents majeurs, notamment sur le plan de drépanocytaire obstétrical, une patiente qui déjà fait des crises, au moins plus de 3 crises par exemple par an, ou avant de tomber enceinte, ou qui a déjà fait un syndrome thoracique aigu, ou qui a déjà eu des complications aiguës graves, ou sur le plan obstétrical, qui a déjà des antécédents d'arrêt prématuré de la grossesse, qui est par exemple à sa 3e grossesse, alors que les 2 premières se sont arrêtées avant terme, soit avortement, accouchement prématuré ou même des morts-nés. Dans ce contexte-là, on va le mettre systématiquement dans un programme transfusionnel mensuel. Maintenant, si on n'est pas dans ces situations, on peut attendre la 20e semaine lorsque le taux d'hémoglobine est à moins de 10 grammes, mais supérieur à 8. Et à partir de la 30e semaine, si le taux d'hémoglobine de base est supérieur à 10 grammes, ce qui est le cas très souvent des patientes qui sont SC ou S-bêta plus thalassémiques qui ont des taux d'hémoglobine de base très souvent supérieurs même à 11 grammes par décilitre. Alors, cette transfusion, elle est très bénéfique. Et donc, il y a plusieurs aussi études qui ont montré ces bénéfices-là, notamment cette méta-analyse et cette revue systématique qui a été faite sur 12 études et sur plus de 1200 participantes. Et donc, les résultats de cette étude ont montré, en fait, de cette analyse, ont montré que la transfusion prophylactique est diminuée de façon importante la morbidité et la mortalité liées à la grossesse chez la femme enceinte, notamment la mortalité maternelle, les crises, les complications, qu'elles soient pulmonaires, cardiaques ou infectieuses, et même chez le nouveau-né et par rapport aussi à la maman. Et le même travail a été fait aussi pour voir un peu comment les uns et les autres font leur programme transfusionnel. Et donc, on a, par exemple, sur cette analyse, il y a 3 situations différentes. Certaines équipes commencent la transfusion à partir de la 20e semaine et d'autres ont commencé la thérapie transfusionnelle dès que la patiente est connue drépanocytaire ou chez certains, c'est lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur ou à 10 grammes par décilitre, quel que soit l'âge gestationnel. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un consensus par rapport à quand est-ce qu'il faut commencer. Donc, ça dépendra en fait de l'expérience et surtout de la situation de la patiente. On verra un petit peu plus loin dans les cas cliniques si le temps le permet. Et il y a cette étude qui a été faite par nos collègues du Burkina Faso, par exemple, qui ont comparé 3 groupes de patientes. Donc, celles qui ont reçu la transfusion, au moins une transfusion ou un échange transfusionnel, celles qui ont reçu une transfusion sanguine simple et des patients qui n'ont reçu aucune transfusion. Et donc,
et sur ces 164 patientes, il y avait 53 dans le premier groupe, donc qui ont reçu au moins un échange transfusionnel, 32 dans le groupe qui a reçu la transfusion et 79 qui n'ont reçu aucune transfusion. Et on voit que le pronostic maternel et fœtal est nettement amélioré lorsque les patientes ont reçu un échange transfusionnel par rapport à celles qui n'ont reçu aucune transfusion, de même la mortalité maternelle et l'accouchement. Alors, après l'accouchement, la patiente doit être vue parce que le postpartum, c'est la période qui a risque de complications, notamment de syndrome thoracique aigu. Comme on l'avait dit, un maintien en hospitalisation, si possible, dans 48 à 72 heures. La surveillance classique du postpartum, donc là, je crois que les gynécologues, le docteur Simon en a parlé. Assurer une bonne hydratation, surtout en cas d'allaitement, la mobilisation précoce, l'héparinothérapie en fonction de la situation, que ce soit accouchement par voie basse ou par césarienne. Et nous, on les revoit très souvent une semaine après l'accouchement, puis une fois par mois, les 6 premiers mois, s'il n'y a pas de complications particulières. Et on propose le dépistage néonatal ou précoce chez l'enfant, surtout si le conjoint porte une hémoglobinopathie et que l'enfant est à risque d'être malade. On préconise même maintenant un dépistage néonatal qui peut se faire aujourd'hui avec les tests de diagnostic rapide avant même que l'enfant ne sorte de la maternité. Mais il est important quand même à partir de 6 mois de faire le dépistage du nouveau-né. La contraception peut être discutée à la première consultation du postpartum et tous les contraceptifs peuvent être utilisés. Donc maintenant, c'est à discuter avec le gynécologue référent ou la maternité dans laquelle la patiente a accouché pour le choix. Et idéalement, c'est de privilégier les contraceptifs de longue durée avec un intervalle intergénique génétique au moins de 3 ans. Et cette contraception, très souvent, on le préconise aussi chez les jeunes dames qui ont des dysménorrhées et ces dysménorrhées qui parfois sont à l'origine de déclencher des crises vaso-occlusives. Et donc, on peut proposer la contraception pour éviter ces crises-là parce que c'est des patientes qui, chaque mois qu'ils voient les règles, font des crises et sont obligées d'être hospitalisées. Donc, pour terminer, monsieur le modérateur, cher maître, l'association grossesse et drépanocytose est de plus en plus fréquente. Donc, c'est une grossesse à risque et qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire avec une place importante de la transfusion. Et donc, pour terminer avec cette dernière phrase, avant d'entamer les cas cliniques, si le temps le permet, pour dire que chaque parturiente est un cas dans le contexte de la grossesse chez les drépanocytaires et chez la même parturiente, chaque grossesse aussi est considérée comme étant un cas. Le premier cas, c'est une jeune dame de 24 ans qui est drépanocytaire homozygote, qui est inscrite au CRLD en 2012 avec des antécédents de crise vaso-occlusive pendant l'enfance, qu'il est marié à son cousin, malheureusement, qui n'était pas dépisté, avec un taux d'hémoglobine moyen au cours du suivi de 8,4 grammes par décilitre. Elle a attrapé une première grossesse en 2013 qui s'est déroulée sans problème particulier avec un programme transfusionnel à partir de 20 semaines d'aménorrhée. Elle a accouché par voie basse d'une fille de 2650 grammes à la naissance qui a été dépistée malheureusement drépanocytaire parce que son cousin était porteur du gène de la drépanocytose, même s'il n'a pas été dépisté. Alors en 2017, donc elle a attrapé une deuxième grossesse, alors que nous, après sa première grossesse, elle a présenté vraiment des crises à répétition et on était obligé de la mettre sous hydroxyurée et du fait de ces CVO avec hospitalisation. Et donc, on a arrêté systématiquement l'hydroxyurée et on a remplacé par un programme d'échange transfusionnel mensuel. Mais au bout de 3 séances, malheureusement, la patiente a présenté une inefficacité transfusionnelle et la recherche d'agglutinine irrégulière est revenue positive avec des anticorps anti-E qui est un antigène du système Rhesus. Et donc, on était obligé aussi d'arrêter les transfusions. Et donc, on a fait un dosage du taux de réticulocytes. Elle était quand même hyper hémolytique, donc hyper régénérative. Et les transfusions qui ont été faites antérieurement, ainsi que les bénéfices liés à la prise en charge du traitement par l'hydroxyurée, lorsqu'on a réalisé l'électrophorèse de l'hémoglobine, elle avait quand même un taux d'hémoglobine F à 15%.
Donc, on a renforcé le traitement par l'acide folique à 15 mg par jour avec une surveillance. Et finalement, elle a accouché par voie basse à 35 semaines d'une fille de 1800 grammes avec un taux d'hémoglobine à l'accouchement à 6,5 grammes par décilitre. Deuxième cas, c'est une dame de 32 ans qui est drépanocytaire SC, qui nous a été adressée par un collègue gynécologue pour le suivi conjoint d'une 6e grossesse. C'est une patiente qui est peu expressive. Donc, les 5 premières grossesses sont déroulées sans crise majeure, sans problème particulier. Et après la 5e grossesse, elle a présenté une douleur à la hanche et la radiographie a montré une nécrose de la tête fémorale avec un stade avancé. Et nous l'avons vu pour la première fois en consultation pour une grossesse qui était à 30 semaines d'aménorrhée, avec des douleurs chroniques à la hanche gauche et une boiterie à la marche et un taux d'hémoglobine à la première consultation à 11 grammes. Donc, les bilans qu'on a réalisés au niveau ophtalmologique, on notait une rétinopathie qui était quand même au stade 2. Donc, nous avons réalisé systématiquement un bilan immunohématologique. On a proposé un programme transfusionnel et avec une proposition d'un accouchement par césarienne, surtout du fait de la nécrose avancée. Et on a évalué l'état de la hanche après l'accouchement. Et on a discuté aussi avec le conjoint et le gynécologue pour l'arrêt des maternités parce qu'elle était quand même à sa 6e grossesse dans le contexte de la drépanocytose et qui est une dame quand même qui était jeune et qui présente des complications chroniques. Donc, elle a accouché à 38 semaines par césarienne après avoir bénéficié de 2 séances d'échange transfusionnel. La deuxième a été réalisée la veille de la césarienne. Après l'accouchement, il y a une évaluation de la radiographie de la hanche qui a montré une tendance à l'aggravation. Ça, c'est connu aussi chez les femmes drépanocytaires qui présentent ces anomalies-là avec la grossesse. Ça peut aggraver, favoriser l'évolution de ces nécroses-là. Donc, elle a été vue en orthopédie avec une proposition d'une prothèse de la hanche qui était difficilement réalisable parce que sur le plan financier, c'était un peu lourd. Et le couple est toujours en réflexion pour l'arrêt des maternités. Voilà, monsieur le modérateur, cher maître, donc ce que nous avons à vous présenter ce soir. Donc, avant de terminer, remercier le comité scientifique du réseau médical de la 7e promotion pour cette initiative, la commission d'organisation, et vous-même les modérateurs, et ainsi que tous ceux qui sont restés un peu tard avec nous en ce samedi soir pour écouter ce qu'on avait à leur dire. Merci et bonne fin de soirée. Et essayer de répondre à quelques chats. Donc, il y a Sissoko qui pose un cas clinique et donc il demande la conduite à tenir pour une dame GMP0 hémoglobinopathie SS qui a des antécédents de prothèse métallique de la hanche. Elle est sous morphine depuis 1 année avant la grossesse et la morphine continue. Elle porte une grossesse de 33 semaines, 3 jours, un taux d'hémoglobine à 6,4 grammes par décilitre. Après une transfusion de 6 poches de sang, il demande la conduite à tenir pour la suite. Ça sera une question pour Simon sûrement et Touré en même temps, celui qui voudra répondre. Quelles sont les indications et les limites de l'échange transfusionnel? Ça sera sûrement pour Touré. Et quelles sont les indications de l'arrêt de la grossesse et les complications chez le fœtus? On ne va pas revenir sur toutes les complications. La complication majeure, c'est la mort fœtale in utero. Mais la prématurité est l'une des complications les plus fréquentes et le retard de croissance intra-utérin. Quelle question encore? Quelle est la différence entre maturation cervicale et déclenchement artificiel? Bon, ça doit être la question sûrement d'un étudiant. À tous, les remerciements par Sidibé qui remercie pour sur la prise en charge suivante. Dans le cadre d'une anémie sévère 6,5 grammes par décilitre chez une femme atteinte de drépanocytose avec des crises occlusives, quelles sont les recommandations actuelles en matière de réhydratation qui reviendra dessus? Nous demandons la conduite à tenir pour cette chat, on l'avait déjà lu, je pense. Oudouba qui demande juste savoir pour les modalités d'accouchement par voie basse,
vous avez dit qu'il faut évaluer le score de Bishop. S'il n'est pas favorable, il faut faire un déclenchement mécanique ou les prostaglandines, que le déclenchement au misoprostol ne déclenche pas les crises vaso-occlusives. Bon, je n'ai pas bien compris cette question, d'autant plus que le misoprostol lui-même, c'est une prostaglandine. Daniel Dambélé, qui dit qu'au lieu de faire de l'hémoglobine du conjoint, l'étude de l'hémoglobine du conjoint, ne serait-il pas préférable de l'inclure dans le bilan prénuptial? À quel âge gestationnel faut décider du déclenchement du travail? Quelles complications pouvons-nous attendre lorsque la transfusion ramène l'hémoglobine supérieure ou égale à 12 grammes par décilitre? Une autre question. Nous voulons savoir si les formes AS dont le pourcentage de S est supérieur à 50% et les formes CC sont-elles considérées comme des formes majeures ou mineures? Question encore. Ma deuxième question s'adresse à Touré. Touré, vous prenez la question. Compte tenu de l'ampleur de cette pathologie en Afrique, précisément au Mali, est-ce que nous avons d'autres lutte contre la drépanocytose en dehors du centre du point G pour faciliter l'accès aux soins des patients? Donc, je vais demander au professeur Youssouf de prendre la suite après les réponses à ces questions parce que moi, je suis sur pied depuis 6 heures du matin, donc je suis épuisé. Je vous remercie. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci pour ta disponibilité aussi en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je sais que tu es très pris. Je t'ai vu très lessivé tout à l'heure. Mais tu as quand même tenu à être avec nous. Merci beaucoup. Exactement. Merci et bonne soirée à tous. Donc, Touré et Sima, essayez de répondre à ces quelques chats avant de continuer. Bien, merci, cher maître. Concernant le cas clinique qui a été présenté, cette primigeste qui est homozygote avec une prothèse métallique de la hanche, je dirais que déjà la voie d'accouchement serait par césarienne. Tout à l'heure, quand on se réfère sur la présentation du docteur Touré. Mais par contre, l'utilisation de la morphine à cet âge, on doit impliquer les pédiatres déjà avant la décision de la césarienne et aussi procéder à la maturation pulmonaire. Non, pour ce qui est du taux d'hémoglobine à 6 grammes, malgré 6 unités de sang, je pense que le docteur Touré pourrait voir cet aspect. Merci, cher maître. Ok, merci. Merci pour la question. Effectivement, je rejoins le docteur Simon par rapport à la voie d'accouchement, mais ce qui est un peu on peut dire étonnant chez cette dame-là, c'est le fait d'être en morphine en continu. Je ne sais pas si c'est pendant la grossesse qu'elle a eu cette morphine-là ou bien elle avait la morphine avant qu'elle ne soit enceinte. Dans les deux cas, on aurait dû trouver une solution par rapport à l'utilisation de la morphine parce que on aurait dû mettre peut-être sous hydroxyurée ou bien mettre un programme de séance transfusionnelle pour éviter les crises et éviter la prise continuelle de morphine. Mais par contre, par rapport à cette transfusion qui a été faite avec 6 poches, il est intéressant de savoir c'est quel type de sang qui a été transfusé. Est-ce que c'est des CGR simples ou phénotypés? En ce moment, dans les deux cas, dès lors qu'il y a une inefficacité transfusionnelle, il faudra faire une recherche d'agglutinine irrégulière et éventuellement doser son taux de réticulocytes comme on a fait pour Notre-Dame là pour voir si elle est hyper régénérative. Et donc, c'est de maintenir son taux de l'acide folique, une supplémentation en acide folique et éviter d'apporter d'autres poches tant qu'on n'est pas sûr qu'elle n'est pas en train de faire une alloimmunisation parce que ça ne servira pas à grand-chose. Et en fait, il y a maintenant des équipes même qui préconisent quand même l'utilisation aussi de l'hydroxyurée après le deuxième trimestre. Donc, si elle est au-delà du deuxième trimestre, si vraiment elle ne peut pas être transfusée, on peut proposer l'hydroxyurée éventuellement. Donc, c'est ce que je voulais rajouter sur cette question. Maintenant, l'autre question, c'est les indications et les limites de l'échange transfusionnel. Je crois qu'on a déjà parlé de ces indications-là. Et donc, ces indications sont en fonction surtout du phénotype hémoglobinique.
ensuite des antécédents de la patiente, de son taux d'hémoglobine de base avant la grossesse, et donc les limites et de l'existence ou non de complications et tout ça. Donc, par exemple, nous, aujourd'hui, de plus en plus, on transfuse moins, par exemple, les femmes enceintes SC ou S-bêta+, qui ont des taux d'hémoglobine pendant toute leur grossesse, qui ont des taux d'hémoglobine entre 11 et 12 grammes et qui n'ont pas fait de crise, par exemple. Peut-être, sauf s'ils doivent faire une césarienne, on les transfuse peu ou pas. Donc, ça dépend vraiment de la patiente et de l'évolution de sa grossesse. Bon, les limites de l'échange transfusionnel, c'est plutôt peut-être éventuellement la disponibilité du sang et éventuellement le problème parfois des veineux chez des patientes qui ont des abords veineux un peu difficiles, donc on ne peut pas faire l'échange. Très souvent, il est difficile de faire l'échange transfusionnel. Sinon, il n'y a pas de limite en tant que telle. Okay. Maintenant, si je peux continuer par rapport aux questions qui me concernent éventuellement assez rapidement, les indications de l'arrêt de la grossesse, notamment c'est dans le contexte de diagnostic anténatal qui ne se fait pas au Mali, à ma connaissance, et donc qui se fait effectivement en Europe. Et là aussi, c'est une législation. Donc, lorsqu'on fait le diagnostic anténatal et que par prélèvement du trophoblaste ou bien par l'amniosynthèse, et que l'enfant qui va naître va être soit SS ou S-bêta-0, mais la dernière décision revient au couple. Et c'est proposé surtout pour les couples à risque, notamment les couples qui sont, la femme est AS, le mari est AS. Et donc, si à la conception, on préconise le diagnostic anténatal, et si l'enfant qui va naître sera SS ou S-bêta-0, la loi autorise l'avortement, et ça aussi à un certain âge de la grossesse, pas au-delà de... Avant, c'était 12 semaines, mais je crois qu'ils ont rallongé un peu l'âge de l'interruption de la grossesse. Mais au Mali et en Afrique en général, il n'y a pas de législation dans ce contexte-là, et donc ce n'est pas d'actualité. Et culturellement, c'est pas quelque chose qui est vraiment admis, et c'est même sur le plan religieux. Alors, l'hydratation, c'est une patiente qui est anémique, donc 5-6, donc ça dépendra si c'est son taux d'hémoglobine habituel. On peut mettre une hydratation classique, mais si c'est pas son taux d'hémoglobine habituel, en ce moment, il faut déjà transfuser, prendre en charge la crise vaso-occlusive par la douleur, les antalgiques et l'hydratation. Peut-être il ne faut pas aller au-delà de 1 litre par 24 heures et surtout inciter la patiente à boire régulièrement. Et si après transfusion, comme la question, le taux d'hémoglobine est supérieur ou égal à 12 grammes, le risque, c'est l'hyperviscosité, notamment, surtout chez les sujets SS ou S-bêta-0 qui n'ont pas habituellement ces taux d'hémoglobine-là. Donc, cette hyperviscosité peut être à l'origine de la vaso-occlusion, donc de déclencher des crises vaso-occlusives ou peut-être même augmenter le risque de survenir de thrombose. Donc, c'est ça, en fait, le risque. Donc, en ce moment, il faut faire ce qu'on appelle des saignées pour réduire le taux d'hémoglobine et le ramener entre 10 et 11 grammes d'hémoglobine. Alors, la question par rapport au sujet AS et CC, donc, lorsque le taux de S est supérieur à 50%, la patiente ou la personne n'est plus considérée comme AS, c'est plutôt des S-bêta thalassémiques. Donc, surtout très souvent les S-bêta plus thalassémiques. Donc, chez le sujet AS, le taux de S est toujours inférieur à 50%. Dès lors que ça dépasse, le S dépasse les 50%, ce n'est plus un AS, c'est probablement un S-bêta et un S-bêta plus thalassémique. Donc, ça, c'est une forme majeure de drépanocytose. Par contre, les CC ne sont pas des drépanocytaires, c'est des patients qui ont des hémoglobinoses CC et qui généralement sont asymptomatiques. L'existence d'autres centres de prise en charge, malheureusement, il n'y a pas de centre comme le CRLD ailleurs au Mali, mais il y a des unités de prise en charge qui fonctionnent plus ou moins, notamment une unité à Caille, à l'hôpital de Caille, et une unité à l'hôpital de Mopti. Il y a aussi une unité de prise en charge, mais surtout les enfants au niveau du CHU Gabriel Touré, qui est même plus ancien que le CRLD. Et aussi, on a des hématologues dans certaines structures qui assurent la prise en charge, notamment en particulier l'hôpital du district du centre de référence de la commune 4. Voilà pour la première série de questions, ce qui me concerne. Je pense que je laisse, si le docteur Simon peut répondre aux autres questions par rapport aux voies d'accouchement. Merci. Merci bien, cher collègue. Alors, par rapport
au choix de la voie d'accouchement, j'avais dit, les indications sont en fonction de l'état clinique de la patiente. Donc, les indications obstétricales, si elle a un bassin normal, le fœtus est en présentation céphalique, elle n'a pas de pathologie associée à sa grossesse, elle n'est pas en crise par rapport à la drépanocytose, donc la voie basse est envisageable. Par contre, lorsqu'il y a une indication obstétricale de césarienne, bassin rétréci, utérus cicatriciel associé à un siège, la présence d'un obstacle prévia ou d'une présentation fœtale vicieuse, anomalie fœtale de malformation, les gros fœtus. Sur le plan obstétrical, la césarienne peut être indiquée dans ces conditions et toutes les autres indications de césarienne qu'on peut poser sur le plan obstétrical. Par rapport à la drépanocytose, la césarienne est envisagée dans certains cas précis, notamment lorsque il y a une complication grave, comme le syndrome thoracique aigu qui survient, lorsque il y a une hypertension artérielle pulmonaire qui a été diagnostiquée, ou lorsque il y a une rétinopathie drépanocytaire proliférative sévère qui n'a pas encore été prise en charge. La césarienne peut être proposée aussi lorsqu'il y a une ostéonécrose de la tête fémorale ou lorsqu'on a fait un remplacement de la tête fémorale par une prothèse totale de hanche. Dans cette situation, la césarienne peut être envisagée. Mais en dehors de cela, la voie basse est mieux. Parce que quand on se réfère sur le risque lié à l'accouchement par voie basse et par voie haute, on sait bien que l'accouchement par voie basse comporte moins de risques que l'accouchement par césarienne. Donc, à cet effet, ces sujets ne devraient pas être exposés à la césarienne comme ça. Pour ce qui est de l'âge gestationnel pour le déclenchement, nous avons dans notre équipe, on a, avec le CRLD, décidé de procéder au déclenchement lorsque la grossesse aura atteint les 38 semaines, s'il n'y a pas de problème du tout. Maintenant, la maturation cervicale, on utilise le misoprostol pour cela. Mais d'autres moyens sont possibles, hein. Notamment l'équipe de l'hôpital Necker de Paris, eux, ils font le déclenchement mécanique avec la sonde de Foley. Mais nous utilisons le misoprostol s'il n'y a pas de contre-indication. Maintenant, pour les cas d'utérus cicatriciel, on fait un déclenchement mécanique. Alors, lorsque le bishop est favorable, supérieur ou égal à 8, on procède le déclenchement par l'ocytocine, s'il n'y a pas de contre-indication aussi. Je pense avoir répondu aux questions. Ce que je peux dire par rapport, j'ai parcouru les questions et je suis d'avis avec tout ce qui a été dit. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en charge est multidisciplinaire. La décision d'extraction, c'est vrai, ça concerne la grossesse, mais c'est important que 3 spécialités importantes donnent leur avis. La pédiatrie, notamment les néonates, parce qu'il ne s'agit pas de faire sortir le bébé, mais il y a aussi le suivi après. Ensuite, il y a effectivement ceux qui sont avec nous depuis le début de la prise en charge, peut-être même souvent avant, les hématologues, notamment ceux qui sont chargés de la drépanocytose. Et puis, les anesthésistes et réanimateurs au cas où une césarienne devrait être faite. Globalement, on retiendra que tant qu'on maîtrise la situation, il faut laisser, si possible, la grossesse évoluer jusqu'à terme. Mais dès lors qu'il y a un événement intercurrent qui se présente, soit pour la mère, soit pour le fœtus ou les deux, il faut penser à faire en sorte que l'accouchement se fasse. Globalement, il y a quelque temps, on proposait systématiquement une césarienne, mais les choses ont beaucoup évolué. Moi, je me rappelle dans nos cours de DS, il y a quelques années, on disait qu'il faut faire césarienne et tout. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je pense qu'il faut tenir compte parce que la césarienne n'est pas anodine. Il y a aussi des risques liés à ça, surtout quand on fait une césarienne dans un contexte déjà débilité. Alors, les prostaglandines, bon, c'est vrai, c'est le moyen que nous utilisons le plus, mais quand vous utilisez la prostaglandine pour le déclenchement, il faut surveiller parce qu'il y a des crises vaso-occlusives qui sont importantes avec ce produit-là, surtout chez les drépanocytaires. Donc, globalement, je pense que en gros, c'est des questions qui ont été posées, mais je suis d'avis avec tout ce qui a été dit par rapport aux questions qui ont été posées. Alors, je vois une question, manifestation. Alors, qui a des manifestations rétiniennes?
il faut savoir que chaque fois qu'il y a des complications vasculaires, quand l'accouchement se fait, surtout la femme doit faire des poussées au moment de l'expulsion, il y a des risques. Donc, il faut mesurer au cas par cas et puis éventuellement voir avec les hématos la voie d'abord qui est mieux, la voie d'accouchement qui est mieux pour la patiente. Je ne sais pas si Fanny est en ligne. S'il est en ligne, il peut intervenir. Sinon, on va poursuivre. Et puis, bon, il se fait relativement tard. Je vois qu'il y a encore plus de 200 personnes en ligne. Je suis en ligne. Voilà. Est-ce qu'il est en ligne? Oui. Voilà, Fanny est en ligne. Il y a le professeur Tigete qui a la main levée. Le professeur Tera également. On va donner la parole à Tigete et tous les patrons qui sont en ligne, qui ont pris le temps de rester jusqu'à tard, on va leur donner la parole en souhaitant que les gens soient relativement brefs parce qu'il est déjà 22 heures. Il y a le professeur Diko qui est là, il y a le professeur BT également qui est là. Ok. Donc, Fanny d'abord, ensuite, on va donner, s'il n'y a pas d'autres questions, la patron, tour à tour aux différents patrons qui vont intervenir pour qu'on mette un terme à la présentation. Merci. Fanny, merci, vous avez la parole. Oui, merci professeur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs. Donc, la question par rapport au taux d'hémoglobine encore à 6 après les 6 poches, Dr. Touré l'avait abordé. Je conseillerais d'arrêter de continuer la transfusion. Il faut chercher à comprendre d'abord. Alors, il ne faut pas courir derrière le taux d'hémoglobine comme ça. La question de l'immunisation, c'est possible de faire une RAI, mais si on doit continuer à transfuser, idéalement, c'est de transfuser les poches compatibilisées. Je ne sais pas le cas se présente où, mais il faut vraiment voir avec le centre de transfusion. Donc, je rappelle que je suis hématotransfusionniste, directeur médical et directeur général adjoint du Centre national de transfusion sanguine au Mali. Et donc, par rapport à certaines interventions, je voulais compléter les présentateurs. Quelqu'un avait posé la question, les risques, les complications qui sont potentielles pour le fœtus. Donc, Dr. Sima l'avait évoqué. Donc, dans le suivi de la grossesse au 3e trimestre, il est conseillé de faire l'écho-Doppler au niveau des vaisseaux ombilicaux pour voir ce risque s'il y a une bonne irrigation du fœtus. Alors, par rapport aux questions aussi, il y avait une question, quelqu'un avait parlé de certaines formes. En fait, question d'école. L'école ivoirienne a une dénomination, les SSFA2 ou bien les SSFA. Donc, quelqu'un avait posé la question, les homozygotes sont dénommés SSFA2 là-bas. C'est juste la présence de l'hémoglobine S, l'hémoglobine F et puis l'hémoglobine A2. Mais conventionnellement et universellement, souvent, c'est pas compris. Donc, les SFA2 correspondent au S-bêta 0. Mais c'est juste une dénomination locale au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et la question, les limites de l'échange transfusionnel. Dr. Touré avait donné des explications. Alors, une patiente qui se retrouve dans l'impasse transfusionnelle, souvent, on a du mal à la mettre dans un programme transfusionnel. Voilà. Donc, c'est pas juste faire la transfusion, mais c'est est-ce que cette transfusion sera efficace ou pas. Et idéalement, ce que on recherche dans le programme transfusionnel chez les femmes drépanocytaires, échange transfusionnel, c'est de diminuer au maximum l'hémoglobine S. Donc, on a commencé une démarche au niveau du Centre national de transfusion au Mali, c'est de pouvoir avoir le profil hémoglobinique des donneurs, surtout les donneurs réguliers. Parce que quand on transfuse, on souhaiterait apporter de l'hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A, et déprimer au maximum l'hémoglobine S. Maintenant, si le donneur n'est pas AA, qui serait un CC, par exemple, ou bien on a même eu des donneurs qui sont SC, mais pas expressifs. Donc, on n'aura pas l'efficacité transfusionnelle qui est évaluée par rapport à la dépression de l'hémoglobine SC et puis l'apport de l'hémoglobine A. Donc, ça veut dire que ceux qui optent pour le programme transfusionnel, l'idéal, c'est vraiment de faire l'étude de l'hémoglobine en post-échange pour voir l'efficacité de ce qu'on a fait. Merci à vous. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a des doigts qui sont des mains qui sont levées. Il y a une main, mais je ne vois pas le nom. Je vois plutôt un numéro. Le 99 49 74 19 497. Est-ce que la personne peut prendre la parole en 30 secondes? On nous dit ce que son intervention. Sinon, on donne la parole à Tigete, à Ibrahim Prochet de Tigete.
C'est bon, la personne en ligne? Sinon, professeur Teguete, on m'entend? Merci beaucoup, Youssouf. Non, moi, je félicite les deux orateurs. C'était très bien fait, pratico-pratique. Je soulève seulement deux petites questions. C'est vrai que les recommandations disent accouchement par voie basse s'il n'y a pas d'indication obstétricale à la césarienne. Mais regardez toutes les données que vous avez placées par rapport à la césarienne et les taux de mortinatalité sont là-dessus. Et vous allez voir que la césarienne améliore beaucoup le pronostic. Et le docteur Touré se souvient bien qu'on avait fait un travail ensemble où on a mis ça en exergue. Avec un centre comme le CRLD, c'est une opportunité de revoir ces choses-là. La deuxième remarque, ça s'adresse à Bat directement. Une des problématiques chez les drépanocytaires, c'est que c'est des multitransfusés. Et en ce sens, elles constituent un diagnostic différentiel même avec l'incompatibilité rhésus fœto-maternelle parce qu'elles sont souvent allo-immunisées. Alors, ma question, les hématos sont là. Hein. Quelle implication pour les obstétriciens que nous sommes? Parce que leur rail est positif souvent. Et comment on fait? Ou c'est sans incidence? Juste une question pour le tout. Sinon, on va donner la parole à Baba. Il va nous dire ce qu'il en pense. Si les autres sont satisfaits de la réponse, on va avancer. Sinon, Touré pourra intervenir. Baba? D'accord, merci. Oui, merci, professeur Teguete. En fait, dans la polytransfusion, on peut avoir cette allo-immunisation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors même de la transfusion, il y a la possibilité de cette allo-immunisation qui ne concerne pas que le système RH, parce qu'on a plusieurs systèmes. Donc, une dame qui aura un phénotype différent du phénotype du conjoint, on a fait un travail dans ce sens. Donc, idéalement, quand on transfuse, c'est vraiment le sang compatibilisé. Parce que ce que Touré a présenté, on a eu facilement à transfuser des patientes quand on ouvrait le CRD en 2010-2011, aujourd'hui qui sont difficilement transfusables. Et ce n'est pas que le phénotype en système RH classique, mais il y a d'autres systèmes qui sont concernés. Donc, il faut vraiment des poches compatibilisées. Parce qu'une RAI classique négative n'exclut pas l'allo-immunisation. Donc, c'est pour ça qu'on va à ces poches compatibilisées. Merci. Touré, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que si la RAI est positive, il est intéressant aussi, si c'est possible, d'identifier l'anticorps que le patient présente par rapport à l'antigène, c'est surtout dans le système rhésus. Mais je veux dire que ça n'impacte pas directement le fœtus à ma connaissance, parce que le fœtus va hériter plutôt, parce que c'est des allo-anticorps, donc c'est pas des anticorps que la maman a de façon naturelle, donc c'est des allo-anticorps qui n'ont pas d'impact direct sur le fœtus, mais c'est surtout par rapport à la maman. Donc c'est surtout ça. Donc si la RA est positive, idéalement c'est d'identifier l'anticorps que la patiente a présenté. Merci. Merci bien. Alors, je vois professeur Bradley, que je ne connais pas, mais il a beaucoup intervenu. Est-ce qu'il voudrait prendre 30 secondes la parole pour intervenir? Je suis en train de parcourir les patrons et puis voir ceux qui voudraient intervenir. Bradley? Il y a les professeurs Bradley, les professeurs Betty, les professeurs Dico qui sont en ligne. Oui, non, je suis en train de prendre au fur et à mesure. Je descends là. Donc, Bradley, ensuite, on va descendre. Oui, merci pour les remarques. Excusez-moi d'abord, je salue mon maître, professeur Teguete. En réalité, je ne suis pas professeur, je suis tout simplement docteur, mais je mets PR par rapport à mon président parce que je suis président d'une association, je suis gynécologue obstétricien. Le professeur Teguete a déjà répondu à mon inquiétude. En réalité, à l'école de Cotonou, c'est césarienne systématique chez les femmes drépanocytaires SS compte tenu de nos difficultés à avoir des réanimateurs, des gens qui vont surveiller tout ça là, des différentes complications. Voilà pourquoi en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine et des drépanocytaires, ils ont mis ce protocole-là pour éviter ces différentes complications. Sinon, le webinaire, c'était parfait. Merci beaucoup, cher maître.
Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet qui peut être débattu, mais sachez aussi que le risque de décès est aussi important dans la population des drépanocytaires comparé à la population générale. Donc, même si on doit faire une césarienne, il faut tenir compte de tous ces aspects. Il y a la mère, il y a le fœtus, mais il faut tenir compte des deux en même temps. Et c'est pour ça qu'une concertation s'impose. Merci. Je vois qui... Alors, Madeleine, professeur Garba, est-ce qu'elle est en ligne? Je vois la voix en ligne. Est-ce qu'elle voudrait intervenir? D'accord, on va avancer. Je ne vois pas de main, donc je parcours au fur et à mesure pour donner la parole à tout le monde. Diko, Fatoumata, est-ce que Aziz est en ligne? Ça aurait été bien que Aziz intervienne s'il est en ligne parce que il est beaucoup dans ces questions de drépanocytose. Bon, je ne vois pas de main levée, hein. Je suis en train de parcourir comme ça jusqu'à arriver vers le bas. Si entre-temps il y a une main levée, on pourra la prendre. B est en ligne. Anesthésiste et réanimateur. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? BT est là. Le plus obstétricien des chirurgiens du Mali. Bonsoir, oui. Je suis en train de descendre. Oui, je suis là. C'est juste pour remercier l'ensemble de l'équipe de la 7e promotion et les gynéco-obstétriciens et surtout l'équipe de prise en charge de la drépanocytose. Nous les côtoyons et effectivement avec la prise en charge des pathologies biliaires qui souvent nous posent énormément de problèmes, surtout les complications qui arrivent autant chez la femme enceinte que ces malades qui ont des lithiases biliaires, notamment le syndrome thoracique aigu, surtout s'il faut faire la cholécystectomie par voie cellule, parce que la célioscopie nécessite souvent de gonfler le ventre avec du COD, donc ça comprime le diaphragme et le thorax. Donc, si le patient fait un syndrome thoracique aigu, c'est une complication majeure. Donc, franchement, félicitations et merci beaucoup. Bonne soirée. D'accord. Merci bien. Bon, ceux que j'ai appelés, s'ils veulent intervenir, entre-temps, ils peuvent lever la main. Sinon, on va continuer. Alors, je ne vois pas les mains qui sont levées. Je pense que c'est en bas. Je ne sais pas si Norbert est en ligne encore, de Centrafrique. S'il est en ligne, il peut intervenir. Je ne vois pas le nom, mais il était en ligne au début. Oui, il y a Dr Christian Dabou qui a levé la main. Oui, on lui donne la parole. Elle peut intervenir. Dr Christian. Oui, Christian, il peut intervenir. D'accord, merci à toutes et à tous. Merci vraiment aux chers maîtres qui nous ont livré beaucoup de leçons ce soir. Vraiment, j'ai été occupé à un moment. Et m'excusez, j'avais laissé un message dans le chat. Je ne sais pas. Vous pouvez reprendre le message. Vous reprenez la question. D'accord. En fait, moi, avec l'avancement de la science, moi, j'aimerais savoir pourquoi, avec tous ces professeurs, quel est notre handicap toujours pour qu'on puisse, en tout cas, dénicher un produit qui puisse aider le Mali, vu qu'il y a en tout cas beaucoup de choses. Je ne vais pas me permettre d'exposer tout ça sur ce réseau. Et vu qu'on a ce problème chez nous, qu'est-ce qui empêche notre science en tout cas de vraiment de secourir le monde, parce que c'est important. Nous voyons que le Burkina est en train d'avancer. Qu'est-ce qui empêche le Mali? Parce que je sais nous avons beaucoup de chers maîtres. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'aller vers ça? Est-ce que c'est réellement, je ne sais pas s'il n'y a pas un accompagnement de nos autorités, sinon de la nation, ou sinon, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous bloque en fait? C'était ça ma question. C'était un peu un raccourci. Je pense que c'est une question un peu philosophique. Je ne pense pas qu'il y ait un blocage. Hein. La situation que nous vivons, il faut savoir que le Mali se trouve dans une zone, comme beaucoup de pays, avec cette ceinture-là, qui fait que ça a été dit par le professeur Siteli, c'est une zone où on a quand même un taux relativement élevé de cas de drépanocytose. Donc ça, c'est l'association géographique. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que
on a une culture médicale qui est faible pour la plupart de nos populations. Ce qui fait que souvent les mariages se font sans qu'il y ait un bilan initial avant. Donc les gens se marient et après la tare se transmet au fur et à mesure que la grossesse survient. Alors, bon, peut-être qu'il y a des efforts à faire au niveau du gouvernement, au niveau de l'État pour peut-être augmenter ou multiplier les centres ou accompagner les structures, notamment les médecins spécialistes. Je sais qu'il y a un DU sur la drépanocytose au niveau du Mali, en hématologie. Bon, c'est l'occasion également de participer à ces DU-là, mais en fait, c'est multifactoriel. Imaginez que deux jeunes veulent se marier, ils sont souvent vécus ensemble pendant longtemps, et après, on dit qu'il y a une tare qui fait que, bon, ce serait mieux qu'ils ne se marient pas. Donc, socio-culturellement, ça peut... Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est pas seulement un problème de financement ou de limite de la science. La dernière chose, c'est que je sais qu'au niveau du département du professeur Sanogo, au niveau de la médecine traditionnelle, il y a des efforts qui sont faits, des produits qui existent comme au Burkina pour essayer de pallier les complications, les douleurs, ou faire en sorte que les crises soient espacées. C'est vrai qu'il y a un problème peut-être probablement de communication, mais c'est des choses qui existent. Voilà. Donc, bon, c'est un débat, on peut le faire, mais c'est ici les réponses à chaud comme ça qu'on peut donner. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres voix entre-temps qui se sont levées. Sinon, oui, bon, il est déjà, vous m'aviez dit que il faut pas dépasser 22h30. Bon, il reste 15 minutes. On va donner la parole à Koné. Monsieur Koné. Oui, bonsoir, professeur, cher maître. Je suis Koné Yassim, je suis gynécologue au Burkina, dans le libéral. Merci. Je n'ai pas tout suivi, je vous ai pris en cours, mais ma question s'adresse par rapport à quand est-ce qu'il faut accoucher ces femmes-là, parce que je ne sais pas si ça a changé. Avant, on disait qu'il y avait quand même un risque de mort fœtale qui était avéré, ce qui faisait que quand on arrivait à suivre nos patientes jusqu'à un certain terme, à partir de 38 semaines, la hantise est là de ne pas se retrouver avec une mort fœtale. On envisage souvent de les accoucher un peu plus tôt à partir de ces termes-là. Et vous disiez tantôt peut-être plutôt qu'il faut peut-être surveiller au cas par cas. Est-ce que ces risques de mort fœtale a diminué ou les choses ont un peu changé? Voilà un peu, professeur. Bon, je pense que le risque a diminué comparé à ce qu'on faisait il y a 20-30 ans. Quand on fait la revue de la littérature, on se rend compte qu'il y a quand même une nette amélioration du risque materno-fœtal. Mais le risque, il est toujours présent. Toujours. C'est pour ça que la prise en charge doit être multidisciplinaire. Si possible, faire une prise en charge préconceptionnelle avec des conseils à donner. Si malheureusement, comme on l'a le plus souvent, on le remarque chez nous, les femmes, on les voit le plus souvent enceintes. Donc, il faut gérer la grossesse avec les autres disciplines qui sont concernées. La prise en charge, ça a été dit, on ne va pas revenir sur ça. Grossesse, c'est une grossesse à risque, donc avoir des consultations plus rapprochées. Et vers la fin de la grossesse, si entre-temps, il n'y a pas d'événement majeur qui puisse tout de suite alerter sur une mort fœtale presque certaine, on va hospitaliser la femme autour de 30 semaines jusqu'en fin de grossesse avec un suivi rapproché, éventuellement décider avec les autres confrères de ce qu'il faut faire. Ce soit une césarienne, soit un déclenchement, mais il faut le faire au cas par cas. Donc, je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas, de ce qui a été dit tout à l'heure et de ce qu'on note dans la littérature, qui est une prise en charge, je ne sais pas, consensuelle pour tous les cas, parce que il faut vraiment tenir compte des différents types de complications, des situations qui se présentent. Voilà, donc ça, on en avait déjà parlé, mais voilà, en substance, c'est ce qu'il faut retenir. Merci, professeur. Voilà, je ne sais pas s'il y a les patrons qui veulent intervenir encore, sinon il est... Alors, j'ai vu qu'il y a Lankwandé qui est en ligne, du Niger. Je ne sais pas si elle veut intervenir.
Soumaïla de Sikasso? Je crois bien, il y a le professeur Tera également qui a levé la main. Bon, rapidement, on va leur donner la parole. Soumaïla d'abord. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher maître. Nous avons suivi avec intérêt les présentations. Nous remercions les différents intervenants. Alors, nous avons une question à l'endroit du professeur Sima, qui avait parlé de l'aide de séjour après l'accouchement de ces femmes qui souffrent de la drépanocytose. En temps, il disait une surveillance de 6 heures et qu'on peut libérer à partir de 6 heures, alors que dans la même présentation, nous avons vu qu'il parlait d'une observation pendant 48 heures. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux. Je pense que soit c'est un lapsus ou bien si c'est réellement ce qu'il voulait dire. Je voudrais des précisions par rapport à ça. Merci beaucoup aux orateurs. Merci bien. Ok, Sima. Sima, on garde quoi? 6 heures, 48 heures? Alors, merci, cher maître. En fait, 6 heures, si elle n'a pas de complications, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en crise, elle est venue accoucher, après 6 heures, elle est autorisée à sortir. Cela compte tenu du problème qu'on n'a pas de place suffisamment pour garder tout le monde. Maintenant, celles qui ont eu des complications ou qui sont en crise, et c'est là, quand elles accouchent, elles restent 48 heures à 72 heures. Bon, il faut peut-être dire que c'est tout ça là, on discute de tout ça parce qu'on a des problèmes de place dans nos structures. Sinon, idéalement, il faut qu'elle reste le plus longtemps possible. Voilà. Justement. Il faut rester 3 à 4 jours, même pour les accouchements a priori qui sont considérés comme normaux. Il faut que les femmes restent, surtout ici, un accouchement à risque. Sachez que quand on accouche dans un contexte aussi préoccupant, les complications ne sont pas forcément tout de suite immédiates. Donc, elles peuvent se faire 2, 3, 4 jours après. Donc, ça, c'est dans l'idéal. Mais comme on est dans une situation où on a moins de place, où les maternités sont bondées et les spécialistes ne sont pas partout, donc il y a un certain nombre de structures qui se retrouvent à prendre en charge. Sinon, idéalement, il faut largement aller même au-delà de 24 heures. Il faut activer le numéro de le truc de KTV parce qu'il faut donner l'occasion à ceux qui sont hors du Mali de s'exprimer. Elle est au Togo. Si elle a une expérience à donner, peut-être ce serait bien qu'on lui donne la parole. Il faut déactiver. Non, c'est fait. À chaque fois qu'il dit le nom, je l'autorise à activer. D'accord. KTV? Oui, professeur. Bonsoir, cher maître. Est-ce que tu as un commentaire à faire, une expérience vécue? Quelle est votre expérience par rapport à la prise en charge dans votre protocole? Oui. Notre protocole, c'est souvent la césarienne qu'on fait. La césarienne qu'on fait et puis on les suit en pause césarienne. Mais souvent, on associe le réanimateur qui met son protocole après la césarienne. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. D'accord. Merci. Merci beaucoup bien pour l'enseignement. Ouais. Merci. Il y a une dernière main. Comment? Il y a une dernière main levée, Dr Issa Diallo. Oui, on lui donne la parole et puis on va conclure. D'accord. Dr Issa Diallo. Ok, merci bien les chers maîtres, merci à tout le monde. Moi, je suis Dr Issa Diallo, je suis un médecin en formation d'IS gynéco en Côte d'Ivoire. Bon, je voulais partager notre expérience ici concernant la prise en charge des malades qui ont une drépanocytose. Au fait, surtout le temps après l'accouchement ou bien après une césarienne. Dans certaines écoles en Côte d'Ivoire, ici, généralement, après un accouchement, les malades durent jusqu'à 5 à 7 jours pour la surveillance à cause des crises de globalisation. Au début, on laissait partir les malades à 3 jours, mais on a vu qu'il y a beaucoup de malades qui venaient avec des complications thoraciques aiguës et puis des crises de globalisation. C'est pourquoi il n'y a pas eu de protocole établi, mais les chefs même ont décidé de surveiller les malades jusqu'à 5 à 7 jours dans les services pour améliorer le pronostic des malades. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ok, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres doigts, je pense qu'on va mettre fin à cette présentation. On a commencé à 22h15, à 20h15, il est 22h30 dans 5 minutes.
Je m'associe au professeur Siteli, à professeur Teguete, à tous ceux qui ont intervenu, près de 300 personnes pour cet enseignement à cette heure-ci. Pour dire vraiment merci à nos jeunes collaborateurs qui nous montrent quand même le chemin pour dire que c'est possible. Ils ont commencé sans faire de bruit et ça continue avec des thèmes qui sont captivants, transversaux, qui permettent quand même de faire en sorte que on puisse avoir des capacitations sur le plan cognitif, sur le plan formation. En tout cas, merci pour cela. Merci aussi aux patrons, entre guillemets, aux professeurs, aux chefs qui accompagnent, qui ont aussi compris que c'est important et qui n'ont jamais cessé de tourner le dos à cette initiative. Moi, j'ai fait sciemment d'envoyer le lien dans le groupe de la SAGO, où on a plus de 20 pays, parce que j'estime que c'est important que l'information ne se limite pas seulement au Mali et que ça aille au-delà. C'est ce qui explique un peu le fait que quasiment tous les pays sont représentés. Et ce n'est que bénéfique pour les uns et les autres. Peut-être que à la prochaine fois, si on va faire, peut-être qu'il faut même proposer même des thèmes à nos confrères qui sont en dehors même du Mali. Comme ça, on est un peu maintenant dans l'intégration et tout. En tout cas, merci pour les thèmes qui ont été choisis. Je n'ai pas autre chose à dire, sauf que la drépanocytose, c'est la femme enceinte, c'est une grossesse à risque. C'est une préoccupation pour tout le monde, c'est un casse-tête pour tous ceux qui interviennent dans la santé de la reproduction. On a parlé de grossesse, mais il y a aussi le fait que la femme peut avoir des difficultés pour enfanter à cause de toutes ces questions qui ont été soulevées lors de la préparation, des différentes présentations. Grossesse à risque pour la mère, risque pour le bébé et risque pour les deux. Ce qui fait que, la prise en charge doit être souvent contextualisée, avec pour certains une voie basse qu'il faut privilégier, pour d'autres une césarienne. Mais dans tous les cas, il faut savoir que le bénéfice pour la mère et le nouveau-né doivent être au devant de toute prise d'initiative, de toute décision thérapeutique. Et pour cela nécessite que nous soyons tous ensemble. Je pense que la drépanocytose est une des maladies qui nous oblige, qui impose à ce qu'on puisse se parler, au moins 5 spécialités puissent se parler pour discuter du sort ou discuter de ce qu'il faut faire pour la mère et l'enfant. En tout cas, félicitations aux organisateurs, félicitations à tous ceux qui ont pris le temps de rester avec nous, tous les patrons, tous ceux qui sont intervenus au Mali ou en dehors. Merci à Siteli, que je savais très fatigué, mais j'ai souhaité que, étant dans l'esprit d'ouverture, qu'il puisse quand même assurer la modération. Il est en plein dans son congrès, c'était même pas sûr qu'il ait le temps, mais il a quand même assuré. En tout cas, merci à professeur Garba, Madeleine, à professeur Teguete, à professeur Norbert, qui était de Centrafrique. Il y a d'autres que je n'ai pas cité parce que j'ai pas, voilà. Donc, vous ne citez que ceci. En tout cas, merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.